Commençons donc par ces questions que vous vous posez en matière d'économie et d'emploi. Quelles sont les questions qui vous viennent à l'esprit? Quelles sont les questions que vous aimeriez poser aux opérateurs et aux acteurs qui seront avec nous et que je vous présenterai dans quelques minutes? À quoi pensez-vous quand vous vous demandez ce que va changer la 5G au paysage économique, au paysage de l'emploi, à tout ce qui fait notre quotidien dans les entreprises, dans les collectivités, dans les universités aussi, on en parlera, ou dans les différentes structures. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur les premières questions qui lui viennent à l'esprit? Alors, certaines questions arrivent déjà à l'écrit. Emmanuel nous dit: la 5G permettra-t-elle aux Rennais et aux Bretons de créer de la valeur ou serons-nous cantonnés au rôle d'usagers, prestataires, diffuseurs, sous-traitants? Donc, cette question de la maîtrise aussi locale, très importante. Y a-t-il d'autres questions? Vous pouvez évidemment les poser à l'oral aussi. Marina nous demande: est-ce que la 5G pourra booster l'emploi dans les zones rurales, en couronne de Rennes ou d'ailleurs? Donc effectivement, la question de l'emploi, importante. Il y a une main aussi levée, Anne. Alors, je ne vous vois pas, je vous en prie. Si vous avez levé la main, vous pouvez ouvrir votre micro et vous exprimer. Faut réactiver votre... C'est voilà. Bon. Oui, donc bonjour, Valérie Binard est élue de quartier Bourg-l'Évêque, Moulin-du-Comte, La Touche, à Rennes. On s'est rendu compte pendant le confinement qu'il y avait une fracture numérique qui peut également s'accompagner d'une fracture sociale. Est-ce que la 5G peut encore augmenter ces deux fractures, en fait, avec des prix de forfait plus importants, des besoins en appareillage en fait plus importants. Donc voilà. Est-ce que les pauvres seront encore plus en difficulté pour pouvoir utiliser les outils numériques? Voilà. Le risque d'une fragilisation financière plus importante des personnes en difficulté. Exactement. Merci. Deux autres questions sont remontées via le chat. Est-ce qu'il y a des études sur les besoins réels des entreprises au regard de la 5G? Donc la question des besoins. La question de la fragilité de la dépendance, Didier Chaplon nous dit: est-ce que l'on ne va pas être plus fragile et plus dépendant? Et avec un lien sur la cybersécurité. Donc cette question de la sécurité aussi. Quel impact prévu sur l'emploi des usines du futur très connectées, très agiles, très automatisées et prévues pour se passer au maximum de travailleurs humains? Donc cette question de l'emploi, création et destruction d'emplois à aborder aussi. Et quelle est la part envisagée entre usage professionnel et usage domestique? Effectivement, on l'a déjà perçu un petit peu lors de la première session de travail. Il y a un certain nombre d'usages qui sont liés, destinés aux professionnels, et d'autres qui concernent le citoyen ou plutôt le consommateur en l'occurrence. Écoutez, on a déjà pas mal de thématiques, des thématiques fractures sociales et numériques, des thématiques emploi, des thématiques de maîtrise du développement localement, de répercussions, d'impact, de retombées pour le local. Quel type d'emplois seront créés? Donc, en lien avec l'emploi aussi. Je vous propose, et j'ai vu les intervenants prendre des notes pendant cette première séance de questions d'abord. On va toutes les garder. Je crois qu'il y en a une nouvelle qui vient d'arriver. Je vais juste la prendre au passage.
On parle de la 5G comme facteur d'attractivité des territoires, mais est-on en capacité d'évaluer les retombées économiques et en termes d'emploi du développement de cette technologie? Ce sera sans doute effectivement l'une des questions centrales de la table ronde qu'on va avoir maintenant, qu'on va avoir avec des intervenants qui ont accepté notre invitation et qui, excusez-moi, je me suis trompée d'écran, et qui vont maintenant répondre à ces questions. Je voulais vous les présenter et ils vont peut-être compléter cette présentation eux-mêmes. Avec nous ce soir, il y a Richard Delogu de l'association Bug, directeur général. L'association Bug qui travaille sur les usages du numérique au bénéfice de tous, et je crois que c'est important de le souligner, et qui est une association rennaise implantée depuis de nombreuses années. Richard, est-ce que vous voulez ajouter un mot sur la présentation de Bug? Non, c'est parfait. Alors, c'est vraiment, en effet, le cœur d'intérêt et de métier de l'association depuis son origine, c'est vraiment les usages. Voilà. Donc, et finalement, la technologie n'est qu'un support aux usages et on s'intéresse avant tout à cela. Et directeur général, c'est vraiment beaucoup trop. On est 10 à Bug, donc directeur tout court, c'est suffisant. D'accord. Mais ça peut être général aussi. Un autre point, Richard, c'est que dans votre parcours professionnel, vous avez aussi travaillé pour 50 millions de consommateurs et ce regard-là aussi va nous aider à avancer. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai travaillé pour l'UFC Que Choisir dans un premier temps, et puis ensuite pour la Maison de la Consommation et de l'Environnement comme juriste pendant des années. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette mission que j'ai découvert l'Internet en 1998 et que je suis tombé dans ce chaudron pour ne jamais en sortir. Merci. Avec nous également, il y a Pierre Jacobs, qui est directeur du Grand Ouest de Orange. Alors Orange, évidemment, c'est l'opérateur qu'on connaît. Que pouvez-vous nous dire, Pierre, sur votre parcours et puis la raison pour laquelle vous avez accepté cette invitation? Je n'ai pas activé mon micro. Est-ce que vous m'entendez correctement? Parce que je n'ai pas mis de casque. C'est parfait. Bonsoir à tous. Je suis très content d'être là. Je pense que ça aurait été vu comme une ironie de l'histoire si l'opérateur qui est Orange dans la région n'était pas présent. Alors c'est difficile et c'est assez bien résumé en disant qu'il est un opérateur de télécommunications, mais derrière, c'est sûr, nous sommes un opérateur de réseau, de services, présent aussi dans le mobile, mais le fixe, présent dans la cybersécurité, présent dans la banque, présent dans l'inclusion numérique. Donc, on a une activité quand même qui est assez large. Et puis, j'allais dire sans être exhaustif, mais on a façonné aussi à travers un siècle une partie de l'histoire des télécoms de Rennes, puisque au Palais du Commerce de République, que tous les Rennais connaissent, il y a encore un central téléphonique sur lesquels près de 5000 de nos clients fonctionnent. L'Amabilis, ça a été l'innovation dans les années 60 et 70, c'est cette grande tour qui abrite aujourd'hui des startups et le pool, voilà, façonne l'histoire. Et puis pour terminer, en 2020, on a inauguré un campus de l'innovation, la Orange Atalante, qui est aussi voilà, un élément important de l'histoire de Rennes. Donc je pense qu'au-delà de ce qu'on fait, et les missions sont larges, mais j'en reparlerai, hein, c'est vrai qu'on est intimement lié à la vie de la Bretagne et de Rennes en particulier, et j'espère que l'histoire va continuer. Merci beaucoup. Avec nous également Bertrand Guilbault, directeur général de Bicom. Alors, l'IRT Bicom a pour mission donc d'accélérer la recherche, l'innovation dans le domaine du développement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Bertrand, s'il vous plaît, sur ces missions de Bicom et son inscription dans le paysage local? Oui, bonsoir d'abord, ravi d'être là moi aussi. L'IRT, comme vous l'avez dit, est un accélérateur d'innovation. C'est un institut de recherche technologique. C'est un institut qui se veut développer la maturité de technologie dans divers domaines et au service de tous, de nombreuses industries. Ça veut dire qu'on fait de la recherche, on est un explorateur et puis on est aussi un fournisseur de technologie pour que les acteurs en général, les entreprises, quelle que soit leur taille, puissent développer leur compétitivité dans tous les domaines de la compétitivité. Alors pour éclairer un petit peu, on va parler un petit peu 5G parce qu'effectivement, la 5G, les technologies, Bicom a été créé il y a 8 ans.
C'est un co-investissement. Rennes Métropole est un des investisseurs publics au sein de Bicom, et Bicom possède beaucoup d'investisseurs privés et publics autrement. Il est important de savoir que les thèmes de recherche sur lesquels nous sommes positionnés sont positionnés justement et décidés par nos investisseurs. La 5G et l'Internet des objets est évidemment la 5G, la 6G et les technologies futures. L'Internet des objets sont un de ces éléments de recherche, mais les autres grands domaines historiques du territoire en font aussi partie. Autrement dit, tout ce qui est traitement d'images et de vidéos est un élément majeur de nos expertises. La cybersécurité en est un autre. L'intelligence artificielle en est un quatrième. La réalité virtuelle et la réalité augmentée, on y reviendra au regard des questions que vous avez posées, en est un cinquième. Et le dernier est un petit peu particulier. Il associe technologie et psychologie. Nous appelons ça les technologies cognitives. On pourra en parler dans le cadre de l'industrie du futur. Donc, toutes ces expertises sont rassemblées, sont pluridisciplinaires et elles bénéficient d'un savoir-faire particulier du territoire breton, qui est des capacités d'ingénierie, de compréhension de ces systèmes et d'ingénierie qui permettent de les marier les uns avec les autres et ainsi d'expérimenter plus loin et de faire maturer ces technologies au service de tous. Merci. Vous avez dit que je veux juste rajouter que j'ai un campus principal à Rennes, c'est vrai. Bicom, c'est 330 personnes, 85% à Rennes. Mais je pense que pour les élus qui sont autour de la table, il est important que vous sachiez que nous avons aussi une équipe à Lannion et une équipe à Brest, plus une toute petite antenne à Paris. Et les équipes de Lannion et de Brest font une quinzaine de personnes chacune. Avec donc une implantation principale à Rennes. Absolument. Merci. 85% des ressources à Rennes. Jean Le Traou, avec deux casquettes, Jean Le Traou, celle du pool, mais pas que. Alors, commençons par parler du pool. Le pool, c'est un rassemblement, alors je serais une entreprise peut-être, mais en tout cas, un incubateur ou une structure qui est là pour accompagner les startups et les entreprises technologiques sur le bassin. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr, et merci de cette introduction qui pourrait corriger. Le pool n'est pas une entreprise, c'est une association qui, en fait, pour l'information de tous, résulte de la fusion du Technopole Rennes-Atalante et de la French Tech Rennes-Saint-Malo. Donc, c'est pas encore rentré totalement dans les mœurs, mais le nom de marque, j'y suis absolument pour rien, qui a été retenu, c'est le pool avec 3 O. Me demandez pas pourquoi, je ne me rappelle plus. Donc, l'idée est d'animer l'écosystème, en gros, des entreprises numériques, pas que les petites, mais bien entendu, une de ses missions, c'est de favoriser ce qui est écrit et d'accompagner les startups, mais aussi le développement des entreprises. Mais ça associe des grands groupes et les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui me permet de faire une transition sur ce que je fais. Votre casquette. Je suis missionné par le pool et je travaille à IMT Atlantique, qui est une école d'ingénieurs localisée sur 3 campus, Brest, Nantes et Rennes. Donc, je suis directeur du campus de Rennes. Donc, j'ai l'honneur d'être missionné gentiment par le pool pour être neutre. Je suis économiste, un peu plus de formation, mais c'est vrai que je baigne dans l'écosystème, on va dire, régional du numérique depuis plusieurs années. Et en particulier, je suis vice-président du pôle images et réseaux. Bertrand l'a pas mentionné, mais je suis aussi administrateur de l'IRT. Et je suis membre aussi du Conseil économique et social régional de Bretagne. Très bien. Donc voilà, ils m'ont sollicité, vu j'espère la connaissance, sans doute pas exhaustive, de ce qui se passe côté des entreprises, de la formation et de la recherche, de l'environnement breton, mais bien entendu rennais. Donc IMT Atlantique, c'est ce que vous voyez dans mon fond d'écran, j'ai essayé de mettre les 2 logos. Bref, je suis ici missionné par le pool. Voilà. Alors, on va ensemble essayer de balayer les questions qui ont été posées juste avant cette table ronde et peut-être commencer
avec de l'actualité. Alors, on va parler stratégie des opérateurs, on va parler usage professionnel, usage particulier. On va aussi se pencher sur le coût de la 5G pour les usagers et parler d'impact local. Mais Pierre Jacob, je voudrais commencer par une question d'actualité. La presse en a beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a eu plusieurs annonces autour du lancement de la 5G avec des dates très proches annoncées dans dans un grand nombre de villes, 15 villes. Clairement, à Rennes, pour les opérateurs, ça commence quand? De la question. Alors, c'est bien de commencer à froid alors qu'on n'a pas encore posé le cadre, mais comme c'est l'actualité du jour, je vais bien sûr y répondre. Orange, en tant qu'opérateur, a annoncé effectivement aujourd'hui le lancement de ses premières villes 5G. Et donc, 5 villes qui sont aujourd'hui importantes en France et qui vont se lancer le 3 décembre, dont Le Mans et Angers, qui ne sont pas si éloignés et qui sont en région Pays de la Loire, et qui pourront effectivement se connecter à un réseau 5G dès le 3 décembre prochain. Ce qui est important, voilà, et la qualité qu'on a voulu dans ces villes, et je répondrai à Rennes, nous voulons vraiment développer une 5G qui soit vraiment différenciante de la 4G, et elle doit l'être notamment avec 2 principes que nous avons retenus, que l'opérateur Orange a retenus: avoir la capacité, quand on ouvre une ville, de couvrir au moins 80% de son territoire. Donc ça, c'est notre base de départ. Parfois, on lancera des villes qui auront peut-être 90 ou 95% de couverture, mais lorsqu'on ouvre une ville comme Le Mans et Angers, elle est déjà couverte et accessible à 80% des personnes de la population qui est présente sur ce territoire. Et puis la deuxième chose aussi qui était très importante, c'est qu'on ait la capacité d'avoir une qualité de service aussi, qui soit indéniablement différente et perçue comme différente par ceux qui l'utilisent. Un des critères, bien sûr, est le fait d'avoir une qualité continue, mais un des premiers critères qui est très important, c'est d'avoir au moins 4 fois la vitesse sur la 5G qu'on peut avoir sur la 4G. Et donc, qu'un utilisateur, par exemple, très simplement, il y a bien d'autres usages, on y reviendra tout à l'heure, mais puisse télécharger un contenu vidéo quasiment instantanément. Et donc, on y a mis, voilà, ce critère de la couverture et ce critère de la vitesse et donc d'une qualité qui est bien supérieur à ce qu'on peut observer sur la 4G comme étant des prérequis en fait pour se lancer sur les villes. Mais Pierre Jacobs, j'ai pas ma réponse sur Rennes. Sur Rennes, qu'est-ce qui est non, et vous allez la voir. Et ce qui est important aussi, parce que tout à l'heure j'ai entendu parler de maîtrise aussi technique et des différents réseaux et fréquences qu'on peut avoir. L'autre engagement qu'on a pris, c'est que les fréquences qui ont été attribuées, vous avez dû en parler si j'ai bien compris lors des premiers groupes de travail, sont la bande de fréquence 2,6, 3,5 GHz. C'est bien sûr cette bande de fréquence que nous nous lançons pour avoir justement cette qualité. Il y a aussi des opérateurs qui pourraient tenter de se lancer sur d'autres bandes de fréquences qui sont déjà utilisées par la 4G et où on pourra faire de la 5G, mais qui n'auront pas pour qualité, par exemple, d'avoir plus de vitesse et plus de rapidité de chargement. Sur Rennes. Mais sur Rennes, aujourd'hui, comme dans beaucoup d'autres villes en France, on a anticipé la préparation de la ville. Anticiper, c'est-à-dire installer des équipements techniques de 5G, les tester, avant de pouvoir justement réaliser une ouverture commerciale. Et donc sur Rennes, on a beaucoup avancé depuis 2 ans, ça ne s'improvise pas un lancement, et donc nous avons installé un certain nombre d'équipements 5G sur les sites actuels 4G, dans le respect de la réglementation et de l'information qu'on se doit à la mairie, et on décidera le moment opportun, quand on aura à la fois réglé toutes les problématiques techniques, et qu'on a estimé qu'il était opportun de se lancer, on aura l'occasion dans les prochains mois, à une date que nous n'avons pas encore décidée, de pouvoir éventuellement ouvrir le réseau aux usagers sur le territoire de la ville de Rennes et peut-être sur d'autres communes de la métropole. On va revenir sur le 1er octobre dernier, les enchères donc, pour l'attribution des fréquences pour la bande jusqu'à 3,5 GHz ont été menées avec, je vais donner quelques chiffres qui sont assez marquants. Le prix unitaire d'un bloc de 10 MHz avait été fixé à 126 millions d'euros. Il y a eu 11 blocs de 10 MHz qui ont été attribués pour un total de 1386 millions d'euros. Et après l'enchère principale, les candidats se sont engagés à payer un total de 2786 millions d'euros pour les 310 MHz à attribuer. Pierre Jacob, c'est des montants extrêmement élevés, des montants considérables.
qu'attendent les opérateurs de ces investissements? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre stratégie? Pourquoi investir autant sur la 5G? Alors, merci de rappeler ces chiffres. Ce ne sont pas les chiffres exhaustifs de l'investissement, puisque ce sont seulement les chiffres pour acquérir, quand on est opérateur, un spectre de fréquences. Après, il faut encore construire le réseau, l'installer. Et donc, j'allais dire, on est loin de la facture totale pour les opérateurs. En ce qui concerne Orange, on s'est vu attribuer le plus de blocs de fréquences, un total de 90 MHz, qui représente environ 850 millions d'euros pour le groupe Orange, pour acquérir seulement ce spectre de bande de fréquences. Et ensuite, nous investissons pour installer en fait du matériel pour le clin d'œil aussi régional au-delà de ce que nous sommes. Le réseau mobile 4G déjà actuel et le futur réseau mobile 5G dans le Grand Ouest sera un réseau 100% Nokia en fait, avec un certain nombre de personnes qui travaillent aussi dans la région, dans cette entreprise, sur cette technologie. En tout cas, voilà, c'est un opérateur Nokia et l'ex-Alcatel est présent aussi pour nous accompagner. Et donc, il y a ce double investissement. Alors, pourquoi nous le faisons? Alors, ces montants peuvent apparaître colossaux, mais vous savez, dans le secteur des télécoms, on parle parfois d'industrie à très haute intensité capitalistique, c'est-à-dire qu'il faut, pour se lancer et avoir du service et proposer un service, il faut beaucoup investir, et beaucoup investir régulièrement. Orange investit chaque année sur l'ensemble de ses réseaux fixes et mobiles 3 milliards d'euros environ. Il faut beaucoup investir, et pourquoi nous investissons sur la 5G, et pourquoi l'État aussi arrive à vendre des bandes de fréquences, c'est que des bandes de fréquences, c'est une ressource rare. Et cette ressource rare, nous en avons besoin, puisque la première, j'allais dire, nécessité de déployer la 5G, c'est d'avoir des réseaux et des technologies qui ont été déployés sur des bandes de fréquences différentes, avec la 3G à partir de 2002 et la 4G à partir de 2011, qui arriveront et qui commenceront à arriver à saturation à partir de 2022, notamment dans les villes. Le président de la Fédération française des télécoms a même dit que certaines villes arriveront à saturation. Qu'est-ce que ça veut dire, arriver à saturation? Ça veut dire que le réseau 4G va se dégrader en termes de qualité de service, parfois dès 2021. Donc la première raison pour laquelle nous investissons, comme nous l'avons fait sur la 3G et la 4G, c'est qu'il est indispensable tout simplement pour garder une connectivité via les réseaux mobiles, et on s'en sert tous, notamment en période de confinement et quand les gens bougent moins, on a tout simplement besoin de la 5G pour succéder à la 4G et continuer à faire fonctionner avec une excellente qualité de service l'ensemble des clients qui ont accès au réseau mobile. Donc c'est la première raison de notre investissement. Et puis, il y a la question du développement de nouveaux usages. Alors, vous avez mis en place à la gare de Rennes un test, une étude sur des nouveaux usages, des nouveaux usagers. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce qu'a donné cette étude ou en tout cas cette expérimentation sur la gare de Rennes? Alors pour faire le lien et sans être trop technique, on parlait de bande de fréquence, la 2,6, 3,5. En gros, c'est la 5G grand public, celle qui va être déployée, qui servira aussi les entreprises, mais qui est celle qui a fait l'objet de l'annonce d'Orange aujourd'hui et qui permettra au plus grand nombre, lorsqu'ils auront un terminal 5G et un forfait 5G compatible, de pouvoir accéder au réseau. Ça va effectivement changer, je l'ai dit, ça amène une capacité qui est nécessaire pour continuer à avoir un réseau mobile opérant, ça amène de la vitesse, et puis ça va amener aussi ce qu'on appelle la latence, c'est-à-dire le temps pour qu'une information soit transmise et qui est de l'ordre de 30 millisecondes sur le réseau 4G, va tendre vers 1 milliseconde, c'est-à-dire qu'on pourra avoir des robots dans une entreprise qui fonctionneront à distance, une maintenance à distance. Mais, et je reviens et je fais le lien avec votre question, ce qu'on fait sur la gare de Rennes, c'est autre chose. C'est une expérimentation qui est réalisée sous l'égide de l'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques et postales. C'est des expérimentations qui sont faites sur une autre bande de fréquence qui n'est pas attribuée aujourd'hui, qui est du 26 GHz. Et donc, c'est une bande de fréquence qui ne sera pas ouverte à court terme à n'importe quel usager comme vous et moi, qui sera peut-être ouverte à partir de 2022-2023 si les expérimentations sont convaincantes. Ce qu'on fait à Rennes, c'est que nous sommes avec la SNCF et différents partenaires comme Sony pour les mobiles, nous expérimentons une bande de fréquences qui ne sera pas disponible pour tout un chacun et pour moi-même d'ici quelques années, qui fait que sur un lieu à forte fréquentation de public, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui passent à la gare de Rennes. Est-ce qu'on peut avoir un réseau qui diffuse très rapidement à l'ensemble des usagers et qui permettent des services innovants et des téléchargements très rapides
pour des usagers qu'on ne pourrait pas avoir sur les réseaux traditionnels. Et donc cette expérimentation, elle a commencé il y a à peu près 1 an, elle se poursuivra. Il y a seulement 4 personnes, il y a 4 mobiles seulement qui peuvent fonctionner sur cette fréquence-là, et donc on continuera dans les mois qui viennent, quel que soit l'avenir de la 5G grand public, à faire ce type d'expérimentation pour essayer d'anticiper les besoins de demain de nos usagers et des entreprises. Alors, et des entreprises, on imagine bien que cette expérimentation, pour l'instant en tout cas, c'est plutôt un usage professionnel. Je voudrais qu'on vienne sur cette question des usages professionnels. Jean Le Trahoux et Bertrand Guilbault, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question des nouveaux usages professionnels? Finalement, quels sont-ils aujourd'hui et quels peuvent-ils être demain? Honneur aux anciens, Jean, je te laisse parler. Ou tu veux que je prenne la main? Ton micro est coupé, Jean. Bon, bah, ok, j'y vais. Non, j'y vais parce que j'aurais voulu, je te donnerai la parole. Je sais que tu as des véritables exemples d'expérimentation. Donc, je ne vais pas me manger sur ce que tu as raconté. Peut-être quand même quelques données de cadrage, puisqu'on parle d'emploi, d'économie, sur ce qu'est la réalité de l'emploi du numérique à Rennes. Rennes Métropole principalement. C'est globalement, dans les chiffres qu'on a, à peu près 20% de l'emploi total. C'est 35 000 emplois en Ille-et-Vilaine, 4 200 entreprises. Alors bien sûr, il y a un poids, Pierre Jacobs l'a pas dit, important d'Orange, important des entreprises de services numériques. Ça représente la moitié, mais derrière, la moitié, c'est des ETI. Il n'y a pas que les startups dont on parle beaucoup. Et donc, il y a un certain foisonnement d'entreprises et de nouveaux acteurs, l'IRT en est un. Et donc voilà. Jean Le Trahoux, ETI, ça veut dire entreprise de taille intermédiaire, excusez-moi. Oui. Donc en gros, c'est plus des startups, c'est plus des scale-up. Je suis désolé de ces anglicismes qui sont franchement pénibles de temps en temps. Mais donc c'est des entreprises qui sont déjà établies, c'est-à-dire qui ont été créées il y a 5, 10 ans et qui ont trouvé le rythme de croisière. Je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier. Et au risque de choquer un certain nombre dans l'Assemblée. Et puis, on n'a pas trop le temps, en fait. Et on n'a pas le temps. Donc voilà. Alors, ce qui est important, c'est quand même de dire, globalement, c'est 20% des emplois sur l'agglo, avec quelque chose qui est essentiel, c'est que Rennes est la première agglo en termes de croissance de ses emplois au niveau national. Donc, ça veut dire qu'on a une vraie dynamique. Dans le numérique, je pourrais rentrer dans le détail sur les secteurs, donc, je pense qu'il faut que les gens aient conscience de ça. Et ça, malgré, ce que je voulais dire, l'ensemble des crises qu'on a tous vécues. Nokia a été cité, ça touche moins Rennes. Enfin, il y a Technicolor, je ne vais pas faire l'actualité. Mais à chaque fois, Rennes a su rebondir. Alors, donc, une certaine résilience, même s'il y a eu des chocs, il y a eu de la destruction d'emplois. Ça anticipe aussi notre question. Ce qui est caractéristique quand même de l'écosystème rennais, c'est qu'il y a quand je dis résilience, c'est ça. On regarde l'histoire, on a su rebondir, je ne vais pas repasser tous les chocs technologiques. Premier élément. Deuxième élément, pourquoi, ou raison d'explication. Et après, j'arrête. C'est dû à un cercle vertueux de création de filières qui a démarré par la délocalisation de grands groupes. Je ne vais pas faire trop d'histoire, mais même en économie, l'histoire est intéressante, qui a généré des besoins d'emploi, qui a généré des besoins de recherche, des besoins de formation, qui a attiré de nouvelles entreprises. Et on a un cercle vertueux qui permet de cette croissance d'emploi. Et donc, voilà quand même sur le panorama global de l'écosystème, puisque vous en parliez. Alors, vous me répondez emploi et on va y venir, mais ma question portait plutôt sur les usages et les nouveaux usages. Alors, pour les entreprises du pool et pour les autres, quels sont les usages possibles, professionnels, là, de la 5G? J'y venais. Donc, le pool a questionné ses adhérents sur l'intérêt de la 5G. En gros, la moitié de ceux qui ont répondu sont intéressés. Alors, il y a des entreprises technologiques qui disent on a des produits aujourd'hui, je ne sais plus qui évoquait les objets connectés dans les questions, mais en disant il va falloir qu'on les adapte. Et donc, ça demande des briques technologiques. Ça, c'est une première chose. Il y a d'autres secteurs, c'est extrêmement intéressant, qui disent, qui ne sont pas de secteur du numérique, ça va permettre le développement de nouveaux services dans des secteurs pas assez, allez, je veux dire, digitalisés. Donc on pense à quoi? Et je laisserai la parole à Bertrand. La santé, c'est évident.
la mobilité, les transports, la gestion d'énergie, enfin tout ça c'est cité. La gestion, y compris votre chauffage et vos consommations énergétiques à domicile. Pierre Jacos mentionnait les temps de latence, c'est un peu compliqué, mais ça permet du pilotage réellement. Je ne vais pas dire en temps réel, pas du temps réel au sens industriel du vrai terme, mais des pilotages à distance de manière extrêmement rapide. Donc pour moi, mais je peux être critiqué, la 5G aujourd'hui, telle qu'elle sera déployée, notamment dans les zones denses, et sur la bande des 26 gigas à venir dans quelques années, c'est essentiellement pour des services ou des applications professionnelles. Le grand public verra une augmentation de ses débits pour les usages. On n'est pas à l'abri d'une modification des usages. Je vous rappelle les premiers systèmes de visio, l'âge avancé que je pense à avoir, où le téléphone servait à écouter l'opéra. C'est ça, le CNET à l'animon dans les années 60. Donc, mais si on revient sur cette enquête très intéressante que vous avez lancée auprès des membres des entreprises donc adhérentes du pool, qu'est-ce qui en ressort en termes d'attente? Les attentes, c'est de dire, aujourd'hui, c'est en cours d'installation, il faut qu'on y soit pour explorer une nouvelle piste. Donc, s'ils attendent du pool et des acteurs, c'est qu'on leur, et d'acteurs comme Bicom, c'est qu'on leur indique les voies d'expérimentation possibles. Et donc, j'ai balayé plein de secteurs. Vous imaginez bien que tous ces secteurs ont des besoins tout à fait spécifiques. Je reviens au problème de mobilité, c'est le véhicule intelligent. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut travailler avec des acteurs locaux. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez aussi bien que moi. Sur l'hôpital, je pense que Bertrand en reviendra. C'est pas le téléchargement des films, c'est pas ça. Sur la gestion énergétique, je vous rappelle qu'on est pilote en Bretagne d'un très gros projet, d'une très grosse plateforme qui s'appelle Smile, avec les Pays de la Loire d'ailleurs, sur la gestion énergétique. Donc c'est ça, c'est les voies d'accès, ce qu'ils attendent. Alors justement, vous avez cité l'un des usages de ces usages professionnels, notamment dans la santé. Bertrand Guilbault, vous avez mené une expérimentation avec une infrastructure 5G sur le territoire de Rennes depuis 2018, donc ça fait déjà un petit moment, et une étude sur les usages de la 5G haute fréquence sur l'hôpital à Rennes. Est-ce que vous pouvez partager quelques résultats de ce travail que vous avez réalisé? Je vais vous casser votre planning, Anne, je suis désolé. Je vais partager avec grand plaisir. Ne faites pas ça. Je vais partager avec grand plaisir les expérimentations que nous menons dans différents projets. Sur le volet de la santé, je sais que Pierre y est sensible. J'ai vu que Emmanuel Cordonnier était là aussi, donc je pense qu'Emmanuel y sera sensible aussi, et sûrement d'autres. Mais dans le domaine de l'énergie, comme l'a dit Jean, et sans doute aussi dans le domaine de l'industrie du futur. Ce faisant, je pense que je répondrai à quelques-unes des questions qu'on a vues sur la ligne du chat par rapport à la façon dont les métiers peuvent évoluer, etc. Préalablement à ça, il y a une question qui m'intéressait et qui mérite d'être… il faut vraiment y répondre et ça permet de poser des bases intéressantes. C'est celle y a-t-il des études sur les besoins réels des entreprises dans le domaine de la 5G? Moi, je vous engage à vous rapprocher des éléments qui sont partagés, ouverts au public, qui sont relatifs à des études lancées depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire au moment où la 4G a été lancée et quand les gens ont commencé à réfléchir à la 5G, qui sont des éléments publics qui sont publiés par l'Union internationale des télécommunications, qui dépend de l'ONU, à proprement parler, et qui rassemble en son sein à peu près 193 États, donc des représentants des États, des démocraties, voilà, et qui rassemble des entreprises de tout type et qui ont discuté principalement des grands besoins de demain. C'est quoi vos besoins et pourquoi faire une 5G? Ces besoins, ils ont été rassemblés, si on le fait de façon très très simple, en 3 grands domaines. Des besoins d'augmentation de bandes passantes, ce dont Pierre nous a parlé, ce qu'on appelle le large bande mobile amélioré par rapport à ce que l'on connaît de la 4G. Comment avoir plus de débit, plus de rapidité de transfert. Le deuxième besoin important, mentionné très fortement par les entreprises, et c'est là, on va y revenir parce que c'est un des éléments majeurs de toutes les études que nous menons nous aujourd'hui, c'est de disposer de réseaux à très très haute fiabilité, bien plus haute que tout ce que l'on connaît aujourd'hui, et de disposer de réseaux à très faible latence.
Pierre l'a mentionné tout à l'heure, mais pour des besoins professionnels cette fois. Et enfin, le troisième, c'est d'être capable d'interconnecter entre eux massivement des objets dans une entreprise ou sur un territoire donné. C'est une contrainte très particulière parce que l'interconnexion d'objets est en fait, c'est un peu schizophrène la demande, mais en termes de contraintes dans le réseau, va à l'opposé de ce que l'on demande quand on veut faire du débit. Donc, avec ces trois contraintes-là, les entreprises, on les a rassemblées comme ça et c'est là-dessus que l'on travaille. Alors, dans le domaine de la santé, nous travaillons sur plusieurs volets d'usage. Le premier d'entre eux, c'est la salle d'opération du futur. Comment faire en sorte d'optimiser les salles d'opération du futur, de faire en sorte que les salles d'opération ne soient plus spécialisées pour tel type de chirurgie, qu'elles puissent être reconfigurées très facilement. On voit ça dans les services de réanimation, on a connu ça là très récemment. On fait ce travail-là dans les salles, dans les salles de chirurgie. Les salles de chirurgie de demain, elles vont ressembler au tableau de bord des Airbus d'aujourd'hui. Elles vont avoir de plus en plus d'écrans. Et il va falloir mélanger, offrir de plus en plus de capacités de traitement sur les vidéos et les images qui sont partagées entre toutes les personnes qui sont dans la salle. On est confronté à des problématiques technologiques majeures. Les images que nous transportons en termes de débit, puisque vous avez dit que on avait eu un petit cours sur la partie physique des choses, les images de TV HD représentent des transmissions à 3 gigabits par seconde. Les images de très haute qualité que vous connaissez, qu'on appelle les 4K, représentent des transmissions à 12 gigabits par seconde. Aujourd'hui, sur les liens radio que l'on connaît, même sur la 5G à quelques gigahertz, on a du mal à aller atteindre le gigabit par seconde. Donc, il y a un besoin. D'accord. Donc, on est bloqué par des problématiques physiques actuellement parce que les médecins nous disent, on ne peut pas supporter de mettre de la compression sur nos images parce que ça génère de la latence. D'accord. Donc, le problématique, on va travailler dans ces projets-là la latence très très faible pour pouvoir permettre de rendre le service qui est demandé par les usagers que sont les chirurgiens. Bertrand Guilbeault, je vous presse un peu. On a bien compris au niveau médical le besoin et vous avez parlé d'autres usages et d'autres besoins. Lesquels ? Dans le domaine de l'énergie, par exemple, de la même façon, on est en train de se focaliser sur des problématiques de latence dans les réseaux qu'on est en train de surveiller, les réseaux professionnels. Et avec des gens qui s'appellent EDF, des gros acteurs. Pourquoi ? Les sources d'énergie que l'on veut pouvoir mettre sur un réseau demain sont de plus en plus complexes et diverses, hétérogènes. On va avoir les sources centralisées que nous connaissions jusqu'à maintenant, mais aussi des sources parfois particulières, des sources parfois plus importantes sur des sources à énergie renouvelable. Les problématiques de sécurité sur un réseau massivement distribué de ce type-là deviennent des problématiques extrêmement complexes. Il faut pouvoir avoir des capteurs qui transmettent des informations dans des temps extrêmement faibles, à des latences très très faibles, pour éviter que la télévision tombe pendant un match de foot ou que la lumière et les fours s'éteignent dans un restaurant avec plus de 3 heures de récupération. Ça, c'est un cas de travail majeur actuellement sur le domaine de la 5G. Tout ça pour dire quand même que sur la 5G, vous n'avez évoqué qu'une chose dans le démarrage du débat, c'est les fréquences et l'aspect radio des choses. La 5G, c'est bien plus complexe que ça. Ce n'est pas uniquement des points d'accès à un réseau radio qui nous relie tous à un réseau particulier. C'est aussi un cœur de réseau qui relie toutes les antennes entre elles et qui permet de fonctionner. La 5G de demain aura un cœur de réseau qui va massivement changer. Et c'est ce cœur de réseau qui intéresse la majorité des entreprises parce que c'est là qu'on va aussi amener énormément d'innovation. Alors, je voudrais, sur cette question des usages professionnels et des usages individuels et des particuliers, entendre Richard Delogu aussi, et vous allez faire le lien entre usage professionnel, usage des particuliers. Quel est le regard, Richard, que vous portez sur ces nouvelles attentes et les possibilités donc offertes à la fois au monde de l'entreprise et puis aux particuliers, aux consommateurs que nous sommes? Alors, c'est vrai que notre association s'intéresse aux usages avant tout et tout particulièrement aussi à la question de la sobriété numérique, ce depuis 1 an et demi, environ 2 ans.
On s'intéresse à la question d'usage, à la question de la sobriété, de la consommation énergétique que ça génère, mais aussi à la consommation des ressources abiotiques notamment, c'est-à-dire celles qui vont venir composer les différents ordinateurs, téléphones et tablettes qu'on manipule chaque jour. Donc c'est vrai que si on regarde la 5G par ce prisme-là, on peut considérer que ça va être un sacrifice consenti pour la planète qui va quand même être très important. Donc ça, c'est quelque chose auquel on est très vigilant. Sur les usages proprement dit, c'est vrai que autant on peut être favorable, et c'est vrai que c'est une discussion qu'on a eue au sein de l'association avec notre présidente notamment, aux usages de la 5G autour de l'industrie, tout particulièrement parce que l'association, elle est aussi, depuis longtemps déjà, s'est vraiment prononcée sur la question de la souveraineté industrielle de notre pays au regard d'autres pays. Et donc, il est quand même important qu'il y ait une recherche de qualité qui soit menée autour de la 5G et qu'il y ait des usages de services publics. Alors évidemment, la santé est quand même très importante de ce point de vue. Pour les professionnels, je pense aussi qu'il y a quand même des usages à développer, évidemment, pour les pros, notamment ceux qui seraient en dehors des grandes villes, en zone rurale, mais qui ont déjà une 4G de très très mauvaise qualité. Alors moi, je suis ravi aussi que la région ait à ce titre-là aussi développé un réseau de fibre optique qui soit performant. Et donc, il faut mener de notre point de vue conjointement ces deux démarches, pas seulement la 5G, c'est renforcer ici la 4G et qu'on ait une 4G de qualité, parce que ce n'est pas toujours le cas, parfois ça ne l'est pas du tout d'ailleurs, qu'on ait une 5G de qualité, mais aussi un réseau de fibre optique qui soit aussi tout aussi performant. Ça, c'est pour les pros. Alors, pour les particuliers, c'est vrai qu'on est beaucoup plus sceptique, parce que si on fait le bilan coût-avantage, en effet, des avantages qui vont être retirés de la 5G, c'est-à-dire le cloud gaming, par exemple, la réalité virtuelle. Alors, nous, à titre personnel, enfin, on adore la réalité virtuelle, ce n'est pas le problème. Mais si on regarde le sacrifice qui va être consenti par la planète du fait de changer l'intégralité de la flotte, pas de nos ordinateurs, mais au moins de nos téléphones mobiles, par rapport aux bénéfices qui vont en être retirés, c'est-à-dire de pouvoir faire du cloud gaming sur un écran de quelques pouces ou de pouvoir regarder des chats qui jouent du piano en 4K ou en 8K, si vous voulez, là, on est, je ne vous le cache pas, beaucoup plus sceptique. D'accord. Avec cette question énergétique qui est aussi une question économique pour vous. Oui, alors c'est vrai que on a pas mal étudié les rapports du Shift Project, par exemple, ou de Green IT. Il y a pas mal de gens qui travaillent sur ces questions-là actuellement. Et c'est vrai que la consommation énergétique, finalement, elle est accessoire. Là où réside le vrai problème, c'est le fait que, du fait de la 5G, de son développement, on va tous être obligés de changer de téléphone mobile. Alors, ça, c'est vraiment, de notre point de vue, un vrai souci, parce qu'il faut savoir qu'il y a 100 millions de téléphones mobiles qui dorment dans nos tiroirs là actuellement. Donc, ce n'est pas anodin, loin de là. Et c'est vrai que 80% des émissions de gaz à effet de serre dans le numérique sont issues de cette production de devices, c'est-à-dire de supports, d'écrans. Voilà, donc encore une fois, c'est un sacrifice pour la planète qui est quand même pas anodin, loin de là. Par ailleurs, il faut savoir aussi que le streaming à partir d'un téléphone mobile, c'est ce qui consomme le plus d'énergie. Voilà, donc regarder un film en HD sur un téléphone mobile, c'est un impact aussi important que de fabriquer un DVD avec sa boîte et sa couverture papier. Alors, je sais bien que ce n'est pas le sujet de ce soir, voilà, mais je pense que voilà, c'est ce rapport coût-avantage qu'il faut vraiment évaluer pour les consommateurs. Et puis, pour les consommateurs, je viens de le dire, je reste un ancien juriste de l'UFC Que Choisir. Il y a aussi une question, alors M. Jacob disait, il donnait des garanties de débit, je suis ravi, je trouve ça vraiment super intéressant. L'UFC Que Choisir s'est déjà prononcé sur ce sujet, disant qu'il fallait être quand même très très vigilant sur les offres qui allaient être proposées et sur la garantie de débit qui allait être proposée autour de la 5G et évidemment sur son prix. Alors, ça nous amène à la question du combien ça coûte et à qui, avec une question qui est récurrente dans le chat et que je souhaitais vous poser aussi, c'est que ces investissements importants, ces attentes, qui va les payer? Est-ce qu'elles ne vont pas, dans un premier temps, se faire au détriment de la fibre? Investir dans la 5G, est-ce que ça ne veut pas dire quelque part que le déploiement de la fibre va s'arrêter? Est-ce que c'est pour moi la question? Ah ben, je vous en prie, prenez-la si vous avez des éléments de réponse. Et j'ai, excusez-moi, cette mauvaise habitude, hein, déjà juste pour compléter, hein, et puis aussi, c'est bien que les experts puissent être dans la contradiction ou le débat hein, par rapport à ce qui a été dit avant. Ce qui est très vrai, voilà, ce qui est très vrai, c'est que sur la consommation énergétique, il y a à peu près 25% sur le réseau et 75% qui est dans le mobile, en fait. Ça, c'est très vrai. Les 25% dans le réseau, hein,
le gigaoctet qui va être consommé dans la 5G consommera 10 fois moins d'énergie que le gigaoctet dans la 4G. Donc ça, c'est le travail des opérateurs avec les équipementiers. Le mobile en tant que tel, et je viendrai sur la fibre, mais le mobile en tant que tel, un consommateur moyen aujourd'hui, quel que soit l'opérateur qui choisit, change de mobile tous les 2 ans et demi. Une génération comme la 5G ou la 4G, ça dure 10 ans. Ça veut dire que ça fait en moyenne 4 mobiles différents. On n'obligera personne à passer sur la 5G. Les réseaux 4G, d'ailleurs, que nous continuons à déployer en ruralité. Je vais vous arrêter sur ce point. On n'obligera personne à passer à la 5G. C'est pourtant des choses qu'on entend ou qu'on peut lire, qu'on devra forcément passer à la 5G en tant qu'utilisateur. Non, ce que je veux dire, c'est que la 4G qui a été lancée en 2011, on est en train de basculer les derniers sites Orange 3G vers de la 4G. Donc, des personnes pouvaient continuer à utiliser leur terminal 3G. La 5G que nous commençons à lancer aujourd'hui va durer à peu près une décennie. Il y a une décennie par génération de mobile. C'est-à-dire que ceux qui ont un terminal 4G aujourd'hui, s'ils ne veulent pas tout de suite passer à la 5G, ils vont pouvoir l'utiliser encore une dizaine d'années. Sauf que souvent, l'obsolescence du matériel les oblige à changer de terminal. Et nous, ce que nous voulons, et ce que fait Orange aussi, c'est d'investir dans l'économie circulaire pour qu'on puisse réparer, reforbicher en bon franglais, oui, tout à fait, les mobiles pour qu'on ne les mette pas à la casse tous les 2 ans et demi. Ça, c'est un vrai enjeu environnemental, mais qui touche autant la 4G que la 5G. Après, c'était votre question sur la fibre. La fibre. La fibre. Il ne faut pas opposer les deux réseaux. Le réseau cuivre que nous avons et que nous opérons à 100% en termes de boucle locale Orange, que nous avons depuis 50 ans, il a été fait et nous avons développé les technologies de 2G, de 3G, de 4G et maintenant de 5G. La fibre, c'est le réseau filaire et fixe qui va remplacer le cuivre à l'horizon de l'année 2030, c'est-à-dire que tout le monde aura la fibre. C'est un réseau que nous construisons au moins pour 50 ans et qui a vocation à relier l'ensemble des particuliers et des entreprises sur un réseau fixe. Et je tiens à le dire aussi, sur les 800 000 foyers entreprises qui ont été déployés en Bretagne, qui sont éligibles à la fibre aujourd'hui, 85% a été construite et déployée par Orange. Pourquoi ne pas les opposer? Et je fais le lien avec la question d'avant. On va continuer à investir massivement sur la fibre et sur la 5G. Comme le disait Bertrand Guilbault, on ne peut pas mettre de la fibre en plein champ sur un capteur qui va regarder le volume d'engrais ou de liquide. On ne peut pas mettre la fibre optique sur un véhicule connecté. On ne peut pas mettre la fibre optique sur, bref, tout ce qui dépend du nomadisme. Donc, il faut que la fibre, elle se déploie et soit active et évoluera peut-être demain vers des terabits. Et il faut aussi des réseaux qui permettent la mobilité et l'usage des objets connectés. Et les deux, bien sûr, et je terminerai là-dessus, sont interconnectés parce que je le dis à tous ceux qui sont là, nos sites mobiles, en fait, ont des grosses fibres optiques qui ne sont pas celles qu'on met chez vous, mais sont reliées pour être intelligents et faire parler le cœur de réseau 5G, comme le dit Bertrand Guilbault. La fibre optique relie aussi nos sites mobiles. Donc il y a une problématique autour des réseaux qu'il ne faut pas opposer, mais qui est complémentaire en fait, pour accompagner l'ensemble de la population. Je voudrais qu'on finisse sur un point qui a déjà été abordé en transverse, mais qui est important, c'est la question de l'emploi. Création, destruction d'emplois, et que vous nous apportiez les uns et les autres un éclairage qui soit un éclairage à l'échelle du bassin rennais. Est-ce qu'il y a possibilité de créer des emplois? Est-ce que ces emplois ne risquent pas d'en détruire d'autres? Et quels sont les travaux de prospective que vous avez les uns et les autres pu mener en matière d'emploi sur le bassin rennais? Jean Le Traon, est-ce que vous voulez commencer? Oui, c'est gentil sur cette question très, très délicate. Destruction d'emploi, je ne suis pas sûr. La 5G n'est pas une révolution. Ce n'est pas une technologie disruptive. C'est de l'évolution d'un réseau pour lui permettre de désaturer un certain nombre de zones denses, au moins dans un premier temps. Donc, il n'y a pas de raison que ça détruise. On n'est pas au passage de la machine à écrire à l'informatique. Et ce que nous a montré, ce que j'essaie de dire dans l'introduction de l'écosystème rennais, c'est qu'il savait s'adapter. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir plus peur que le passage de l'électromagnétisme au numérique, que l'émergence de la fibre optique, pour faire un lien avec ce que racontait Pierre Jacobs, qui n'existait pas il y a 30 ans ou 20 ans. Donc, répondre à cette question, non, les gens qu'on a questionnés, enfin les entreprises qu'on a questionnées, voient plutôt ça comme une opportunité de nouveaux marchés
sur les applications professionnelles qui ont été déjà décrites, de nouvelles applications aujourd'hui non accessibles par la 4G. Donc, le risque, il y a éventuellement, mais je ne vais pas rentrer dans un débat technique, des choses qu'on pourrait peut-être envisager, c'est que s'il y a de la 5G partout, mais c'est pas avant, comme l'a dit Pierre Jacobs, X temps, peut-être que le Wi-Fi, on va se poser la question. Si on est tous couverts en 5G d'ici 10 ans, bon, donc peut-être que les spécialistes du Wi-Fi verront un inconvénient, mais on a le temps de s'adapter et de trouver des réponses pour que les entreprises adaptent. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand je vois le nombre de thèses dans le doctorat, parce que j'en ai pas parlé, qui émergent sur la 5G, dont beaucoup sont financés par les entreprises et pas que des grands groupes. Ça veut dire qu'il y a, les thèses, c'est quand même des travaux prospectifs. C'est-à-dire qu'il y a une certaine confiance dans le développement pour apporter la 5G. Après, je peux avoir une réponse négative. Si on n'y va pas, les autres y sont. Et je trouverais dommage que le premier écosystème national en termes de dynamique ne soit pas présent parce que c'est une vraie dynamique. Ce n'est pas la bonne réponse. Mais regardez, j'ai un autre exemple sur le nombre de projets de coopération qui associent des PME. C'est notamment via le pôle d'imagerie réseau, mais pas que, c'est gigantesque. C'est plus d'une quinzaine de projets qui ont émergé avec comme mot-clé, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des choses, il y a la 5G. Donc on a une vraie dynamique là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une crainte de destruction d'emploi. Les gens n'investiraient pas dans la R&D s'ils avaient peur d'une réduction d'activité. Vous nous dites, si on n'y va pas, les autres y vont. Ça nous amène à une question qui a été posée juste avant et qui est assez transverse, c'est quelle assurance pour l'écosystème économique local de ne pas être traité en, je crois que le terme est sorti tout à l'heure, en sous-traitant, de pas finalement être à côté et de ne pas avoir la maîtrise de son développement économique. Les entreprises, c'est une autre question. Ben, elles vendront ailleurs, elles iront travailler ailleurs. Quand je vous parlais de cercle vertueux tout à l'heure sur l'écosystème rennais, c'est vrai que ça a permis à des entreprises d'arriver sur le territoire. On a 3000 étudiants formés, je vais parler de docteurs, 3000 étudiants, ou 8000, je sais, 8000 étudiants dans le numérique, tous les ans, 3000 diplômés par an. Je veux dire, ils iront se diplômer ailleurs. Donc, il faut... Jean, si tu permets, par rapport à la question qui était posée initialement, qui parlait de sous-traitants, je dois admettre que c'est Emmanuel qui l'a posée en plus. J'étais un peu gêné par la question, j'avais peur de ne pas complètement la comprendre. Parce que permettra-t-elle de créer de la valeur ou devrons-nous nous cantonner au rôle de sous-traitant ou de, je ne sais plus, enfin c'était un peu plus long que ça. J'étais un peu gêné parce que je reste convaincu que des sous-traitants, dans quelque industrie qu'elle soit, sont capables de générer de la valeur. J'étais un Mais petit c'est peu la gêné question par de la rapport à ça. maîtrise. Et donc, j'ai tenté d'essayer d'élaborer ce qu'il y avait derrière la tête d'Emmanuel, et c'était, je crois, comprendre que est-ce qu'on est capable de maîtriser notre destin, est-ce qu'on est capable de reprendre la main sur quelque chose un territoire qu'on a potentiellement abandonné industriellement. C'est comme ça que je le poserais. Pour ma part, je crois que oui, la 5G, notamment au travers des demandes et des éléments majeurs de transformation de ce qui va se passer dans les industries, toutes dimensions confondues, toutes les filières industrielles, je pense que la 5G apporte des ruptures technologiques, des ruptures d'usage qui permettent à un territoire tel que Rennes, tel que la Bretagne plus largement et tel que la France encore plus largement, de reprendre des positions de reconquête, de redévelopper de reprendre la main sur les grandes décisions et les grands compromis dont parlait Richard, qui s'est quand même focalisé beaucoup sur l'aspect grand public de la 5G et de la consommation soi-disant. Je pense qu'on peut reprendre la main sur ce qui se passe dans nos entreprises grâce aux évolutions du cœur de réseau qui vont venir. Voilà. Alors justement, Richard, est-ce que vous voulez réagir? Vous dites craindre d'une boulimie numérique en la matière. Quel regard vous portez sur le territoire et finalement, à qui va bénéficier la 5G à l'échelle du territoire pour vous?
Après, on passera aux questions de la... Oui, alors c'était non, j'ai oublié tout à l'heure, hein, je me suis emporté par ma passion sur la question de l'effet rebond. En fait, on parle beaucoup d'effet rebond, mais c'est vrai que si on offre des débits, alors je ne sais plus quel est le chiffre exact, c'est 60 gigas, je crois, maintenant, à peu près dans les, de consommation de data sur des téléphones mobiles 5G, dans l'offre qui va être proposée, ce qui est quand même considérable par rapport à celle dont on bénéficiait jusqu'à présent. Lorsqu'on n'informe pas sur l'impact qu'a cette consommation sur la planète et la manière dont ça fonctionne aussi, hein, c'est-à-dire l'hébergement, le matériel aussi réseau, qu'est-ce qui fonctionne derrière. Alors, j'ai entendu Nokia, moi je suis ravi que ce soit Nokia et pas du matériel chinois par exemple qui soit utilisé. Il y a des questions de souveraineté, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que sur les usages numériques, là, on arrive à un moment probablement où il est peut-être temps de s'arrêter un tout petit peu et d'acculturer nos usagers, mais pas seulement à la question de la consommation énergétique du numérique, parce qu'elle est importante certes, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi la consommation, c'est aussi l'usage des réseaux sociaux. Il y a énormément de problèmes actuellement. Si vous voulez, il n'y a pas un établissement scolaire qui est épargné par le cyberharcèlement actuellement. Si vous voulez, le problème numérique, si vous voulez, on tire un fil et il y a toute la plotte qui vient. Vous voyez, donc, c'est vraiment ce moment d'acculturation du grand public sur ce que c'est que d'utiliser un téléphone mobile 5G, par exemple, de son impact sur la planète, de combien ça coûte en réalité. Voilà. Et je pense que ce travail peut être mené conjointement par les établissements scolaires, mais aussi par les opérateurs qui ont un grand rôle à jouer d'information du consommateur, je pense, accompagnés par les associations de consommateurs, et puis par Bug et puis d'autres. Voilà. C'est juste ce que je voulais ajouter, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va toujours inciter, on va inciter à ce que le consommateur et l'usager consomment toujours plus de data, et ça va avoir un impact. Et dans quelques années, je pense que dans une vingtaine d'années, on aura de vrais soucis de gestion des ressources abiotiques, comme je disais tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Je vous propose de répondre aux questions des membres de la mission à présent, si vous en êtes d'accord. Alors, questions qui vont nous arriver par écrit, mais que nous allons peut-être aussi pouvoir découvrir de vive voix. Souhaitez-vous, vous, membres de la mission, interroger directement les intervenants, leur poser des questions? On n'a pas eu le temps de tout balayer, mais on a tout de même parlé usage professionnel, usage individuel. On a parlé emploi aussi, investissement. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez faire remonter? Alors, n'hésitez pas à faire signe, soit avec la partie réaction, soit lever la main. Voilà. Valérie Binard, je vous en prie. Madame Binard, je vous en prie. Oui, alors moi, je reste un peu avec ma question sur le problème financier en fait des personnes qui ont déjà du mal à être équipées aujourd'hui et qui pourraient être encore plus en difficulté demain. Donc c'est peut-être le directeur de Orange qui pourrait me répondre. Est-ce que vous avez étudié cette problématique? Merci. Je vais essayer de vous répondre en 2 mots. La première chose, c'est que ça pose la problématique de l'inclusion numérique ou plutôt de l'exclusion. Et on sait qu'en France, il y a à peu près 13 à 18 millions de personnes qui ne maîtrisent pas bien les outils du numérique. Ça nous préoccupe. C'est un axe d'ailleurs de responsabilité sociale d'entreprise principale, c'est d'accompagner des gens qui ne savent pas s'en servir ou s'en servir mal. Ça commence à l'école d'ailleurs, comme le disait Richard juste avant. Ça me semble déjà très important de resituer une problématique d'exclusion qui existe dans les villes comme dans les campagnes, et quelle que soit la technologie qui est utilisée, mais qui est très handicapante pour trouver un emploi, remplir un formulaire administratif ou faire ses cadeaux de Noël dans une période de confinement ou même dans une période normale. Ça doit être un premier axe très très fort. Après, est-ce que la 5G va accélérer une forme d'exclusion numérique ou va permettre l'inclusion? Déjà, toutes les actions qu'on fait doivent permettre l'inclusion, mais c'est vrai que le prix de l'accès, avoir ou non la fibre chez soi, avoir ou non un terminal mobile, un smartphone, en ayant accès à la 4G ou la 5G, c'est plus facile que si je ne l'ai pas chez moi et que je dois bénéficier d'un outil collectif sur lequel je dois me déplacer. C'est plus compliqué ou ça peut avoir un coût. La 5G va déjà pas rajouter une barrière supplémentaire, puisque comme je l'ai dit aujourd'hui, le réseau 4G que nous avons va continuer à fonctionner pendant à peu près une dizaine d'années sur cette décennie. Et le réseau 5G que nous créons va désengorger le réseau 4G pour que justement ceux
qui ne font pas le choix de passer toujours sur la 5G puissent continuer avec la meilleure qualité de service possible à utiliser un réseau 4G. Donc sur la 4G, on peut avoir, comme aujourd'hui, accès à ces applications, remplir des formulaires. Donc première chose, ça doit permettre plutôt aux gens de pouvoir continuer à utiliser au même coût qu'aujourd'hui. Parfois, on parle de certains abonnements qui sont plus low cost que d'autres qui sont premium, mais que ceux qui veulent avoir accès avec les offres ou qui ne peuvent avoir accès qu'avec les offres les moins chères aient accès et aussi la meilleure qualité de service sur les réseaux qui existent aujourd'hui. La 5G, effectivement, ça va nécessiter un changement de terminal, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas impératif quand une ville s'ouvre à la 5G, mais oui, un terminal, ça coûte cher, c'est un gros investissement. Ce qu'on aimerait, c'est qu'on trouve à la fois à accélérer la mise en commercialisation de terminaux qui sont recyclés, qui resservent. Donc, on a lancé toute une campagne pour accéder plus vite aux millions de mobiles, effectivement, qui sont dans les tiroirs, les armoires, et de pouvoir recycler le matériel, parce que la vraie empreinte carbone, elle est plutôt sur le matériel et le mobile. Donc, ça, c'est un vrai défi pour pouvoir les remettre à disposition à un prix aussi qui est plus modéré que le matériel neuf qu'on trouve aujourd'hui. Puis le deuxième élément, comme on parlait de prix, effectivement, ce seront plutôt des abonnements dits premium quand la 5G se lance. Mais dites-vous que le coût, pour que vous en ayez à peu près, qui sont d'ailleurs commercialisés par Orange depuis le 8 octobre, c'est à peu près 5 € de plus qu'un forfait classique sur la 4G aujourd'hui. Le coût moyen, le surcoût, on va dire comme ça, le coût supplémentaire pour accéder à ce service avec une qualité de service supplémentaire, c'est à peu près 5 € par mois que devront mettre les usagers et les clients sur ce nouveau réseau. Donc, je le dis, il ne faut pas que ça accélère le fossé qui existe et il faut tous qu'on s'y attaque. Mais la 5G n'est certainement aucunement une réponse universelle. Il faut qu'on s'attaque à la problématique de l'exclusion numérique parce qu'il y a des millions de personnes aujourd'hui qui sont exclues, quel que soit le réseau, de ce qui fait au final une grande partie de l'accès à la vie culturelle, à la vie des médias, à la vie du travail. Et ça doit être un souci pour nous tous. Merci Pierre Jacobs. Didier Chaplon, vous avez sollicité la parole. Je vous en prie. Oui, merci. Donc, il y a une grande entreprise, la Ouest France, là, qui a été victime d'une cyberattaque là, il n'y a pas longtemps, si j'ai bien compris. Voilà. Est-ce que ces risques qu'a priori, on doit multiplier avec des réseaux, je dirais, type 5G? Je ne sais pas, mais j'imagine que comme ce n'est pas filaire, ça doit être peut-être plus sensible. Est-ce que ces risques-là sont anticipés? Est-ce que dans les provisions, je dirais, est-ce que ça a été anticipé? Est-ce qu'il n'y a pas un risque en dehors du risque industriel? Il y a aussi le risque, on parlait du CHU, de l'hôpital, de la salle d'opération connectée. Voilà. Est-ce que tous ces risques-là, on a bon espoir de les maîtriser? Est-ce que c'est anticipé par les opérateurs, par exemple, ou par les différents acteurs sur ces technologies-là? Et quelqu'un ajoutait, est-ce qu'à l'hôpital, dans une salle d'opération, la fibre ne serait pas plus efficace et plus sûre? Si on parle à l'hôpital et si on parle cybersécurité, je veux bien prendre la main et puis Pierre complétera. De façon régulière, les gens qui pensent à l'évolution de ces technologies, ils le font justement en prenant en compte les menaces qu'ils ont rencontrées, les difficultés qu'ils ont rencontrées sur les technologies précédentes. La 5G est à ce titre plus efficace que la 4G ne pouvait l'être et a été conçue notamment dans son cœur de réseau de façon assez différente, notablement différente pour pouvoir traiter beaucoup plus facilement les menaces de cybersécurité, séparer les flux des uns des autres, s'assurer de qualité de service très particulière en fonction, selon que vous utilisez un film en vous baladant dans la rue ou que vous êtes en train de soutenir un pompier qui est en pleine action sur un incendie. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été prévues. Est-ce que pour autant, on arrivera à régler la totalité des menaces? Très honnêtement, on va en trouver d'autres, très clairement. Mais le réseau est mieux pensé pour mieux se défendre dans ce domaine-là. L'hôpital, la fibre optique, je réponds quand même à la dernière partie de la question. Oui, bien sûr, pas plus secure d'un point de vue cybersécurité, ce n'est pas le problème. La fibre optique permettrait de résoudre un certain nombre de problématiques de débit de bande passante telles que nous vous l'avons filé, mais la particularité de la fibre optique, c'est que ça impose un câblage et que c'est le câblage que l'hôpital veut faire tomber. La demande, le besoin de l'hôpital, c'est d'être en sans fil pour pouvoir avoir de la flexibilité et ne plus spécialiser ses équipements.
Donc, on connaît très bien ça dans le Covid sur des chambres très particulières. C'est exactement le même problème dans les salles d'opération. Et mettre de la fibre dans des bâtiments, ça coûte une fortune. Les hôpitaux aujourd'hui répondent, on fait des demandes différentes. Donc, voilà. Merci beaucoup. Oui, je voudrais juste aborder dans ce sens-là. La grande différence, c'est le fixe et le mobile en termes d'usage. Merci. Alors, on va prendre une toute dernière intervention. Laurent Hamon, vous avez sollicité la parole. Je vous en prie. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question sur les effets rebonds. Et on voit que la 5G ne vient pas annuler la 4G, la 3G, la 2G. Et en tant qu'élu, et qui plus est élu écologiste, on a une obsession qui est la question du réchauffement climatique, du bilan carbone, et donc derrière de la maîtrise de notre consommation énergétique. Est-ce que la question de l'arrivée de la 5G, est-ce qu'il y a eu des véritables études d'impact sur le long terme de l'écoulement de trafic sur la 5G, c'est-à-dire une augmentation significative? Les études qu'on peut lire, c'est que la 5G ferait à peu près 2 points de consommation énergétique en plus à l'échelle du pays. Et de l'autre, on voit qu'il y a de nouveaux équipements, de nouveaux mobiles, cela a été dit, et on a aussi une logique de préservation de la ressource. Donc derrière, c'est justement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle sur la question des usages et est-ce qu'on en a réellement besoin? Parce qu'aujourd'hui, notre obsession véritable, c'est de pousser à la transition énergétique et donc de réduire au maximum notre empreinte. Donc, est-ce que peut-être que Orange travaille justement sur ces questions et ça pourrait être intéressant de partager ça ensemble? Alors, coût-avantage, c'est effectivement ce qui est central dans ce travail que nous faisons ensemble. Pierre Jacob, est-ce que vous voulez répondre en un temps relativement resserré, s'il vous plaît? Déjà, le groupe Orange a pour objectif d'avoir une empreinte carbone à zéro, neutre, en 2040. Donc, toutes nos actions, elles sont faites pour avoir cette empreinte carbone neutre. Il y a deux choses. Je reviens sur les 25-75. Il y a deux choses qui ont une empreinte carbone très forte. La plus forte, c'est le terminal mobile, le portable. Et ça, il faut qu'il y ait des efforts massifs pour qu'on entre plus rapidement dans l'économie circulaire, qu'on recycle, puisque aujourd'hui, l'obsolescence des matériels, mais pas que les mobiles, des matériels en général techniques, est trop importante. Et il faut qu'on accepte de remettre en service du matériel qui nécessite certainement d'être révisé, mais qui est, pour l'essentiel, qui est l'empreinte carbone maximale dans le domaine des télécoms. Sur le réseau, l'empreinte carbone, on essaye d'avoir cet objectif, diminue avec le réseau 5G. J'ai été très clair aujourd'hui, finalement, le réseau 4G est très énergivore, puisque quand je consomme 1 gigaoctet de data, peu importe, je sais que vous êtes des spécialistes maintenant du giga ou du mégaoctet, je consomme 10 fois moins d'énergie avec 1 gigaoctet sur la 5G. Donc, je pourrais avoir, certes, beaucoup plus de data, on parlait de multiplier, mais ça, c'est la demande des clients, elle est à peu près de 50% par an de data supplémentaire sur le mobile. Mais sauf que quand je fais 50% par an de data supplémentaire sur le mobile, cette data, je diviserai par 10 en fait ce surplus. C'est-à-dire que quand je migrerai progressivement vers la 5G, je diminuerai l'empreinte carbone des réseaux mobiles en France. Et ça, pour moi, c'est vraiment un objectif essentiel, c'est de se dire, et pourquoi je finirai là-dessus, je vais en termes vulgarisés, le réseau 4G ou ses réseaux précédents, à chaque fois qu'un réseau mobile est connecté, vous avez tout le temps une liaison permanente avec le site mobile le plus proche. Sur la 5G, l'onde sera active qu'à partir du moment où le mobile décide de demander un service sur le réseau. Et c'est ce qui explique, au-delà de l'amélioration des techniques, cette amélioration énergétique. Donc, il n'y a pas de contradiction entre la 5G et l'empreinte environnementale. Merci beaucoup. Je vous coupe un peu sur cette question parce que cette question énergétique et environnementale, ce sera le thème du prochain atelier et on reviendra effectivement sur ce calcul coût-avantage à prendre en compte avec les intervenants de la prochaine table ronde, prochain atelier. J'aimerais ajouter quelque chose, Anne, par rapport à ce que Pierre vient de dire. S'il vous plaît, 2 secondes. Par rapport à l'obsolescence des équipements, et je vais prendre le cas des industries à proprement parler. La 5G, dans son cœur de réseau, met en place des technologies qu'on appelle des technologies de virtualisation ou d'informatique en nuage,
qui rend les fonctions et les logiciels indépendants du matériel. Ce faisant, on peut espérer que sur la durée, le matériel sera remplacé beaucoup moins souvent dans les infrastructures d'entreprise. Alors, ça n'a pas du tout l'impact des terminaux, je l'entends, mais il faut garder ça en tête, que dans le cœur de réseau, la façon dont il est pensé, on peut espérer réellement des durées de vie plus importantes de tous les matériels qui seront déployés. Merci. Et ce sera le mot de la fin pour cet échange. Nous allons continuer à réfléchir ensemble à partir des éléments que les 4 intervenants de cette table ronde nous ont présentés. Nous allons le faire en salle de travail à présent. Évidemment, à ce stade-là, je crois qu'il doit y avoir une bonne quarantaine de questions qui ont été posées sur le chat auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Nous allons fonctionner comme lors de la dernière séance et ces questions se retrouveront sur la FAQ, la foire aux questions. Merci aux 4 intervenants de ce soir, si vous le souhaitez, si vous voulez bien, de nous apporter des réponses par écrit à l'ensemble des points qui n'auront pas pu être abordés. J'espère que vous aurez la possibilité et le souhait de nous apporter, d'apporter à la mission d'études 5G ces éclairages dans les prochains jours, si possible. Je vous propose que nous rejoignions les groupes de travail. Merci Jean Le Traon, merci Pierre Jacobs, merci Richard Delogu. Peut-être juste Anne, oui. si je peux me permettre, il y avait les questions de la fabrique citoyenne. Il y a des personnes qui ont posé des questions et du coup, il y a Stéphane qui voulait les poser aux experts vu qu'on s'était engagé à y répondre. Si on peut lui donner la parole à Stéphane avant de libérer les experts. Alors, très rapidement, Stéphane. Oui, on a 3 questions. Il y en a 2 qui concernent l'économie et une pour les questions de société, donc on la garde pour plus tard. C'était simplement la question de l'impact sur quel segment économique la 5G va agir et la personne souhaitait connaître l'impact au niveau local, national, international, concrètement. La deuxième question, elle était plus philosophique, c'est pourquoi faut-il toujours communiquer plus vite, aller plus vite, toujours plus vite? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme certains philosophes posent la question, ralentir en fait, hein? Donc voilà, la question c'est pourquoi toujours aller plus vite? Cette question-là, typiquement, je pense qu'on l'évoquera sur l'atelier qui porte sur les impacts sociétaux. Ce sera une vraie question. Sur celle la première question posée par Stéphane sur les secteurs économiques principalement concernés par la 5G. Moi, ce que je peux, c'est une question très, très compliquée. Le local, national, international, on est dans le domaine des télécoms. Donc les frontières, elles sont pas, une frontière physique, ça suffit pas. Ce que je voulais vous parler de segment économique, ce qu'on a vu dans l'évolution récente quand même de l'écosystème rennais, c'est que de plus en plus d'entreprises se consacrent à la numérisation de secteurs, je vais dire traditionnels, c'est pas du tout péjoratif avec plein de guillemets, où il y a des besoins gigantesques. Je ne vais pas citer l'agroalimentaire. Aujourd'hui, l'un des fleurons à Rennes, c'est la gestion énergétique, à Rennes, d'une entreprise localisée à Rennes, la gestion énergétique typiquement des bâtiments d'élevage. Donc sur quel segment? A priori, on est dans le transversal, c'est le numérique. On a beaucoup parlé de santé, donc je ne vais pas y revenir. Sur la gestion énergétique, et ça répond aussi à une des questions, c'est vrai que si ça consomme ça augmente de 3% la consommation énergétique globale, mais que vous réduisez de 10% votre consommation énergétique grâce à la 5G, il y a un bilan positif. C'est un autre secteur d'application. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur les impacts en termes de segments, il y a des entreprises non numériques qui vont s'y impliquer et les entreprises numériques vont pouvoir répondre à ces besoins. Ce que répondent les entreprises, c'est qu'elles sont en attente de cas d'usage. Donc, Bertrand Guilbault a cité un sur la santé, je vais citer Smile sur la gestion d'énergie. On pourrait les développer, c'est très transversal. Là, sur la mobilité et la voiture intelligente, oui, il y aura des choses. Alors, est-ce que c'est local, national, etc.? On a des compétences locales. Bien entendu, elles seront vendues au national et à l'international si les solutions préconisées et créées à Rennes trouvent leur marché. Donc, c'est pas évident de segmenter les choses comme ça. Désolé, c'est une réponse de Normand. Concernant la Bretagne. Merci à vous tous.